C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce reportage exclusif en République démocratique du Congo. Notre correspondante s'est rendue au port de Bende-Bende sur le fleuve Congo, près de Kinshasa. Elle a pu filmer le plan d'action des autorités pour contenir l'épidémie. Le fleuve Congo pourrait devenir une autoroute pour le virus. Les détails dès le début de ce journal. Ce drame en Guinée, au moins 31 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une décharge. Le gouvernement a déployé d'importants moyens matériels et humains pour rechercher d'éventuels survivants encore ensevelis sous les décombres. Les détails dans un instant. Et puis la visite du chef du gouvernement malien en Algérie, Abdoulaye Maïga, est arrivé ce lundi à Alger pour une visite de travail. Il a été accueilli par son homologue algérien sur le tarmac, puis reçu par le président Abdelmajid Tebboune. Nous serons avec Serge Daniel pour parler de ce réchauffement entre Alger et Bamako. Vous le savez, la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle touche désormais 6 provinces du pays. Et face à cette propagation, un autre front se dessine, celui du fleuve Congo. Il transporte chaque jour des milliers de passagers et de la marchandise et pourrait aussi devenir une voie de circulation du virus. Reportage exclusif d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La bataille contre Ebola est lancée au port de Bende-Bende, aux abords de Kinshasa. Ici, certaines embarcations arrivent de zones touchées par l'épidémie. Après plusieurs semaines de navigation, elles sont interceptées et dirigées vers le port pour y être contrôlées. La première embarcation que vous voyez là en blanche s'appelle les balisères. C'est un navire qui nous a été donné par le ministère des Transports pour pouvoir suivre de loin les différentes embarcations et leur demander d'accoster à Bende-Bende pour les contrôles. Tous les passagers descendent, un à un, ils passent devant les agents de santé. Des milliers de voyageurs transitent chaque jour par ce port. On envoie 7 ici, on va envoyer 7 de l'autre côté. Sous cette tente, les agents retracent le parcours des voyageurs et tentent de déceler si certains présentent les symptômes de la maladie. Nous filtrons comme ça. Et toute personne que nous constatons qu'il y a une fièvre, nous la gardons et nous la mettons à la disposition de l'équipe médicale pour la prise en charge. Si un passager est fiévreux, il sera testé, le bateau mis en quarantaine. Pour l'heure, aucun cas n'a encore été détecté à Kinshasa. Mais la capitale congolaise est en état d'alerte, car les cas enregistrés à Kisangani, dans la province de la Tshopo, ont fait naître une crainte, voir le virus descendre le long des quelques 1700 km qui séparent Kisangani de Kinshasa. Après l'incident d'un bateau, il y a de cela 2 semaines, qui a quitté Kisangani jusqu'à Kinshasa et qui a alerté tout le monde. Heureusement, il n'y a pas eu un seul cas signalé dedans. Mais du moins, on se dit qu'il est temps qu'il y ait une surveillance plus pointue. Car l'épidémie avance vite. En 3 mois seulement, elle est passée d'une province touchée à 6. Aucun vaccin ni traitement n'existe contre cette souche du virus. La surveillance reste donc l'une des premières lignes de défense. Et puis c'est dans ce contexte sanitaire que la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme. L'organisation s'inquiète d'une multiplication des attaques contre ses volontaires travaillant dans des zones touchées par l'épidémie d'Ebola. Selon l'organisation humanitaire, rien que ces derniers jours, 9 de ces volontaires ont été blessés. Certaines de ces ambulances endommagées et du matériel d'intervention lui appartenant saccagé. En Guinée, au moins 31 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une décharge. Le gouvernement affirme que d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour rechercher d'éventuelles personnes encore ensevelies. Le récit d'Emily Boyle. Dans cette banlieue de Conakry, une décharge d'ordures s'étend à perte de vue. À l'aide de pelleteuses, les secours cherchent parmi les déchets. Dans la nuit de samedi à dimanche, après de fortes pluies, cette montagne de détritus s'est transformée en un piège mortel. Une trentaine de personnes auraient trouvé la mort dans un éboulement qui aurait enseveli plusieurs habitations. Ce qu'il faut remercier, c'est que la protection civile avec les autres services, avec l'appui du gouvernement, nous avons trouvé des gens, beaucoup de personnes sur les décombres, à sortir d'abord 22 personnes qui sont vraiment blessées, certains graves et d'autres blessés légers. Les autorités locales ont annoncé la fermeture du site
et l'ouverture d'une enquête pour comprendre les causes de ce drame. Sur place, les rescapés peinent encore à réaliser l'ampleur de la catastrophe. Quand les jeunes se sont mobilisés pour aller là-bas, il y a eu un deuxième glissement maintenant. Toutes les personnes qui sont parties là-bas pour secourir, ils sont tous restés dedans. Et nous avons vu des cas, il est très difficile d'en parler, parce que voir l'être humain comme ça, perdre la vie comme ça, c'est pathétique. Le gouvernement assure que d'importants moyens ont été déployés pour poursuivre les recherches et venir en aide aux victimes. Ce réchauffement des relations entre Alger et Bamako. Le chef du gouvernement malien s'est rendu en Algérie ce lundi pour une visite de travail. Abdoulaye Maga a été accueilli sur le tarmac par son homologue algérien Sifi Reyeb, puis reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une visite forte en symbole après plusieurs années de brouille et de relations houleuses. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Est-ce que le début d'une réconciliation entre les deux pays ? Oui, le début, parce que vous savez, il y a déjà eu, en signe de décrispation, une discussion téléphonique entre les deux chefs d'État. Il y a eu également le retour des ambassadeurs à leurs postes respectifs, puisque les ambassadeurs étaient rappelés au temps de la brouille. Et là, maintenant, nous avons le premier déplacement officiel, en tout cas télévisé, vu de tout le monde, pour la première fois depuis cette reprise de discussion. Donc, c'est forcément, on peut dire, un début de réconciliation avec deux éléments importants. Vous avez, dans la délégation, vous avez le Premier ministre malien et le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui étaient les deux personnalités, au temps fort de la crise, c'était les deux personnalités qui étaient les plus virulentes vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, vous avez même vu tout à l'heure, le Premier ministre malien a fait un salut militaire au président Tebboune. Et puis ensuite, c'est très important, il est porteur, le chef de la délégation malienne est porteur d'un message personnel du général Assimi Goïta au président algérien et de sous-proche de la délégation malienne. Il est clair que dans la lettre figure la volonté farouche et déterminée du Mali à aller de l'avant avec l'Algérie. Alors, Serge, quels sont les points urgents à aborder pendant cette visite de travail ? Le point principal, c'est la sécurité. Vous savez que, d'ailleurs, dans la délégation malienne, si vous faites attention, le chef des renseignements maliens, des services de renseignement maliens, fait partie de la délégation malienne. Donc, il est clair que le principal thème, c'est la sécurité. Le Mali et l'Algérie partagent une frontière de plus de 1300 km et il y a des problèmes à ces frontières-là. Notamment, il y a une rébellion, les forces de libération, le Front de libération de l'Azawad, le FLA, et puis il y a le problème de djihadisme aussi à ces frontières-là. Donc, ils vont discuter de ces problèmes-là, c'est évident. Mais il y aura également les sujets qui fâchent. Et parmi les sujets qui fâchent, vous avez l'Algérie qui souhaite redevenir médiatrice dans la crise entre les autorités maliennes et les rebelles. Ce n'est pas encore totalement acquis. Et le deuxième élément, il y a quand même le rapprochement du Mali vers le Maroc. Le Mali qui reconnaît désormais le plan marocain au sujet du Sahara. Ça ne plaît pas aux autorités algériennes. Donc, ils vont discuter, de mon point de vue, de tous ces problèmes-là. Il va y avoir probablement des blocages et on verra comment tout ça va se terminer. Eh bien, on suivra ça avec vous, Serge Daniel, notre correspondant régional. Merci infiniment. Le conflit au Soudan qui déborde de nouveau côté tchadien. L'armée tchadienne dénonce une nouvelle violation du territoire national par des belligérants de la guerre au Soudan. Selon l'armée, des aéronefs et des drones ont poursuivi et bombardé une colonne de véhicules jusqu'à l'intérieur du territoire tchadien. La correspondance à N'Djamena de Ghislaine Alataroum. Selon le commandement militaire, les bombardements ont été signalés jeudi 20 août vers 20h aux abords de la frontière tchado-soudanaise. Des vérifications menées vendredi à l'aide de moyens aériens et terrestres ont permis d'établir que des aéronefs et des drones attribués aux forces armées soudanaises et à leur soutien ont poursuivi et bombardé une colonne de véhicules depuis le Soudan jusque dans le territoire tchadien. La poursuite s'est prolongée sur plus d'une centaine de kilomètres, notamment dans le département de Mourdi. Aucune victime tchadienne n'a été signalée. L'état-major condamne avec force cette nouvelle violation de l'intégrité territoriale du Tchad et met en garde les parties au conflit soudanais contre toute extension des hostilités au-delà de la frontière.
Il s'agit de la 4e violation du territoire national liée au conflit soudanais depuis le début de l'année. Une situation particulièrement sensible le long des quelques 1400 km de frontières entre le Tchad et le Soudan. Et puis toujours sur la guerre au Soudan, les États-Unis ont proposé lundi d'étendre à tout le pays en guerre depuis avril 2023 l'embargo des Nations Unies sur les armes déjà instauré au Darfour pour faire face au risque de régionalisation du conflit. Écoutez la déclaration de l'émissaire américain en Afrique, Massaad Boulos. Alors que de nombreux acteurs extérieurs apportent un volume considérable et croissant de soutien militaire aux deux parties belligérantes, ce Conseil devrait prendre des mesures pour limiter une telle alimentation du conflit, d'autant plus que le soutien extérieur risque également d'entraîner davantage d'acteurs régionaux et de voisins plus profondément dans le conflit au Soudan. Et puis cette décision surprenante en Zambie, le fonctionnement de l'ensemble de l'appareil judiciaire a été suspendu pour des raisons de sécurité. Ce lundi était le dernier jour du dépôt d'éventuels recours en justice contre les résultats de la présidentielle, une élection qui avait suscité les critiques d'organisations de défense des droits de l'homme. La présidentielle du 13 août dernier a été remportée par le président sortant, Hakainde Hichilema. L'opposition dénonce des intimidations et des restrictions à son encontre. Direction à présent le Kenya, où un jeune créateur de mode kényan mise sur des vêtements faits à la main pour se démarquer. Il utilise exclusivement des métiers à tisser manuels pour fabriquer des tissus et confectionner des vêtements. Une manière de remettre au goût du jour des pratiques traditionnelles de plus en plus menacées par l'industrialisation. Laurent Berstecher. Attelé à la tâche dans son atelier de Nairobi, Hilary Mukabwa mesure et découpe méticuleusement des fils de coton avant de les passer au métier à tisser. Alors que l'industrie du textile mondial est presque entièrement automatisée, ce jeune créateur kényan est l'un des rares à encore produire des vêtements entièrement à la main. Un choix délibéré pour promouvoir et entretenir cette méthode d'artisanat traditionnel. Je voulais essayer de raviver ces anciennes pratiques, car c'est là où réside la culture et l'authenticité. Je ne fabrique pas seulement des textiles, c'est une manière de préserver cette culture et de raconter une histoire. Après avoir terminé ses études de design, Hilary se lance dans la création en 2025. Il propose aujourd'hui des costumes, chemises et autres vêtements haut de gamme. Et si chaque pièce peut prendre plusieurs jours à terminer contre quelques heures dans une usine, le créateur mise sur la qualité et l'originalité de sa collection pour séduire sa clientèle. J'aime ces vêtements, d'abord à cause de la qualité des matériaux, notamment le coton bio, mais surtout parce que ce sont des pièces uniques. Hilary Mukabwa forme également des apprentis pour leur enseigner l'art du tissage, une manière de transmettre sa passion et de perpétuer ses traditions manuelles. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.